Ladies and gentlemen and friends of L'Oréal and the Friends of Volvo Ocean Race. I was asked to give an opening talk to this seminar, and the seminar is fantastically interesting, and I'm really happy that Eurolage and the city and the museum here is staging this seminar, because we need more of that in the sport of sailing. We need to discuss these topics a lot more. Strategy and sailing is something that is very close to my heart, and obviously very close to what Volvo Ocean Race is thinking about all the time. And I think that we are a very small sport, and what is relevant for us is relevant for everybody. What is relevant for Vendée Globe or for Road to Rome or for Mod 70 or the America's Cup is to some extent also relevant to us. There is many ways of looking at strategy. One is to say that, well, it used to be like this in the old days, and that's why we should do it. Or you can look at the future, you can compare with other sports, I'm going to talk more about that afterwards. And you can look at all the different interest groups you have. The history side, I think I like to talk about first. In Alicante this time we invited all the sailors who had taken part in this race back to 1973. And we had 606 sailors coming. And the highlight of the whole week for me was when the winner, Ramon Carlin from Mexico, who won the 1973 race, went inside Telefonica. He's 82 years old, and he came out of the boat and he looked completely scared to me, and he said, "Knut, they have forgotten to finish the boat." Because there was no furniture inside. And he hadn't seen this race since 1974. And he wrote me a fantastic letter afterwards saying, I mean, how amazing this race has become. And now he's following it all the time, he told me, on the internet and whatever. And I think there is a misconception that, you know, it used to be better in the old days, but the old days are not the days we have today. The world has changed so much, and if you stick to the old days, you will never succeed. And apart from that, I'd like to say, before I'm going to show a little video, that it's a huge pleasure for us to be in L'Oréal. And it's a huge pleasure for me to have France back involved in this race. It's many, many years ago since we had a French entrant. We didn't expect Frank and his team to be leading already. But congratulations to them. They've done a fantastic job. And it's been a really, really close race. And it's been a fantastic experience here in L'Oréal, which many of you who know me know that I care especially about bringing France in this event and coming with this event to France. For those who haven't seen the last leg or didn't experience it, I really recommend you to take a look on our latest YouTube piece that was uploaded yesterday of the documentary made on the last leg. For me, it's one of the best pieces of documentaries from this race ever made. That shows leg 8 and the dramatic race we had from the Azores all the way up to L'Oréal, and how that fight was actually happening out in that serious low pressure we had. Hi, I'm Richard Mason and you're on board with Team Sanya. We're going to take you downstairs and show you what life is like on board a Volvo 70. We come on down inside into the lounge area with this marvellous yacht. Normally on the Volvo 70 we run a watch system of about 4 hours on deck and 4 hours off. It never really quite turns out like that. You're normally lucky to get in your bunk for 2 minutes. Like that. Finger in the front. Yeah, that's a good start on the watch. When it's really windy, we use these helmets and visors, and that's really so two things: we can see and breathe almost, because you've got to put this gear around the front. And then around here is the life jacket, which self-inflates if you go over the board. It also self-inflates if you get a lot of water coming down the deck. So it's quite a bit of fun when you're driving and all of a sudden the life jacket goes off. And to cook dinner on a Volvo 70 is a very straightforward thing. You take 2 kettles, pop it under here, and then you pull out this beautiful custom-built stainless steel bowl, which is going to be full of this wonderful stuff, which is called freeze-dried food. Now we get through around about between 3,000 and 5,000 calories a day, which is an enormous amount of food.
This is all insulated so it stays warm. Lid goes on top. Leave it in there for 20 minutes. Everything swells up, goes in, comes out. Tastes disgusting, but keeps you going. But you have to hold on because in the waves, if the waves are really big, you're going to fall off. One of the hardest things to do in a Volvo 70 is go to the toilet, and on Team Sanya it's absolutely no exception. So you're going to climb in around the doors, settle yourself in here, nice and tight, hang on to the mast, and remember she's leaping and bouncing around all over the place. Now you're sitting up here and away you go. Do your number 1s and 2s and get out of here as quick as you can. So every guy above being a sailor also has to have a knowledge to contribute to the boat, and that may be engineering, sail making, boat building, medical. This is just the first line of attack bag, and in here we'll find everything that we need sort of for the first round of diagnostics. Of course, the most common thing we'll do is take a photograph of it and send it into the race headquarters in Volvo. We can do with this just about anything that we could do to help someone who is in a lot of trouble. Right here we can see a lot of traffic. And here we have the boardroom, or the nerve centre of the Volvo 70. This is the nav desk area. Every time we have a watch change, the watch captains will get up and have a discussion about the tactics over the next 4 hours. We have some sophisticated weather programs which will be running on the 2 different computers. So Axel's constantly monitoring this and discussing with Mike our tactical options versus the other boats. And of course, in the tropics, it's as hot as Hades down here. It's about 40 degrees, so there'll be no sleeping bag. You'll probably just sleep straight on the gauze and a t-shirt. And you've got your mate in the bunk, which is what? That's a good 6 inches in my book. And he's up here sweating like crazy, dripping down on top of you. So it's not the most perfect environment to sleep in, but believe you me, if you're tired enough, you can sleep. At any time, if they have to tack or jibe the boat while we're sailing along, which means changing direction, and you're asleep, you have to get up and do it. We're going to jibe on this watch change here. And before you know it, there'll be a big wet hand coming into your bunk to wake you up to get back on deck again. So that's about it with life on board a Volvo 70. The next 9 months we're going to be crashing around the world. We'll never know what will happen down here inside this machine, so make sure you dial in and watch us. Well, that was the reason I wanted to show this film is not because I wanted to give you a guided tour of a Volvo Open 70. The reason I wanted to show you this film is to show Richard Mason. And for me, he symbolizes one of the main assets we have in our sport, which are the sailors. And I think compared to any other sport, the accessibility we have to the sailors, the stories the sailors are willing to take, the fact that they're even willing to take the guests with them out on the boat and give them that experience. I don't know any other sport that does the same and have that accessibility. Whether it's for the media, whether it's for the sponsors, whether it's for any guests, it is an enormous important asset, and it is something that sponsors value a lot, and it's something that I think is going to be more and more important in the future as other sports struggle with the accessibility to the heroes. It's becoming more and more difficult. You can imagine getting Messi or some famous football player to take you on a ride with all the guests on the football court and show how he's going to play the match tomorrow. You will never even dream about getting close to that. And I say that because today in the Volvo Ocean Race we have a couple of sponsors. I can mention Puma, I can mention DHL and others who are heavily involved in other sports, such as Formula 1, for example, who are giving us this feedback all the time that they're absolutely amazed how accessible the sailors are. And for them, that makes the experience completely unique. Talking about other sports, this is something I've shown a few times before. Je vous ai montré ça plusieurs fois, mais there's been some rankings done on what are the most valuable sports in the world. Quels sont les sports les plus avec le plus de valeur dans le monde en termes d'audience, en termes de fans, en termes de vente de billets, etc.
Et quand on regarde cette liste, la voile est assez bas dans la liste. En fait, si on regarde la liste, la plupart des sports les plus avec le plus de valeur, c'est tout l'événement, sont américains. Et je ne dis pas qu'on devrait commencer à ressembler au NFL ou n'importe quel sport américain, parce que je pense qu'il faut se rappeler que nous ne sommes pas ces sports-là et il y a des choses qui sont très différentes. Par contre, il y a toujours des choses à apprendre des autres sports et des autres événements, mais il y a une différence entre apprendre et se comparer à quelque chose. Et dans les sports américains sont aussi différents que possible de la voile. Il n'y a pas de fédération, la plupart d'entre eux sont privés. Souvent, on me demande de comparer la Volvo Ocean Race au foot. Et il ne faut pas forcément comparer avec le foot. Le football, c'est un sport fantastique. On a le Coupe européen en ce moment. C'est un sport super avec une audience énorme partout dans le monde. Mais c'est également un sport avec beaucoup de problèmes. Moi, j'habite en Espagne où on a des super clubs de foot, Real Madrid et FC Barcelone, et on a des désastres derrière ces deux clubs en ce moment. Et il y a beaucoup de choses à apprendre positivement et négativement des autres sports. Souvent, les gens me disent « Regarde le Formule 1 et apprends ». Et je pense que c'est un sujet très intéressant. On reviendra là-dessus quand dans 2 jours à Lorient, on va annoncer des projections pour le futur. Mais je pense que c'est très important de parler de Formule 1. Je suis un grand fan et j'ai plusieurs amis qui travaillent dans cette industrie. Je pense que c'est un événement super à regarder si vous aimez ce genre de choses. Et il faut se rappeler, ceux qui payent la technologie en Formule 1, ce sont ceux qui bénéficient de la technologie. Ce sont les fabricants de voitures qui payent les équipes de Formule 1. Ce n'est pas Puma qui paye Ferrari, même si Puma est un sponsor de Ferrari, petit sponsor. C'est Ferrari qui paye la plupart de ce sponsoring. Et c'est comme ça partout dans le Formule 1. C'est complètement différent la structure. Mais si on compare seulement ceux qui font de bien, il faut se rappeler que nous sommes différents. Je pense que c'est essentiel pour la voile dans le futur, c'est de comprendre que nous devons vraiment chérir les valeurs qui sont uniques à la voile. Pas essayer d'être le foot ou d'être le Formule 1, mais vraiment identifier qu'est-ce qui est spécial dans la voile. Je suis vraiment sûr que dans les 1000 années à venir, la voile ne serait jamais aussi grand que le foot. Et il ne faut jamais essayer de l'être. Parce que nous avons un sport de niche qui a une très bonne place au marché, une très bonne place avec l'audience, et il y a certaines personnes qui sont intéressées. Il y a des millions de personnes qui s'y intéressent, pas des milliards, mais des millions qui s'y intéressent. Et il faut croître ce groupe-là autant que possible et être aussi bien avec eux et pas essayer de rêver qu'on sera un sport de masse comme le foot, qui est probablement le sport le plus gros au monde. Donc voilà, pour moi c'est une introduction. Pour la stratégie que nous avons pour la voile dans le futur, il faut vraiment identifier qu'est-ce qui est unique dans notre sport et en bénéficier autant que possible et le rendre aussi fort que possible parce que ça va nous différencier des autres. Nous avons tellement de choses qui sont uniques. Stratégie économie, voici une courbe qui montre le niveau de chômage en Europe. On m'a donné ça il y a quelques jours, une présentation que j'ai assistée. Il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être, mais la voile a survécu pendant des années et survivra dans le futur. Il faut juste se rendre compte qu'il faut adapter et changer. Et je regarde par exemple en 1994 en Europe, l'Italie et l'Espagne étaient sur le même niveau qu'ils arrivent maintenant. Et on avait le Whitbread, on avait un bateau espagnol et bateau italien. Ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir dans le futur et que ça va être facile, mais je pense que la voile survivra et il faut
s'adapter et accepter que le monde change tout le temps. Et pour avoir la croissance et rendre l'événement meilleur et plus grand, une chose qu'il faut faire, c'est changer. Il n'y a pas un seul sport à succès qui est resté pareil. Il y a eu des changements radicaux. Si on va dans un match de basket maintenant et on regarde 20 ans en arrière, c'est le jour et la nuit. On ne peut même pas le comparer. C'est complètement différent. Nous nous adaptons, nous changeons. Les gens ont des mémoires plus courtes. L'année dernière, j'étais à une présentation où on m'a dit dans 10 ans, les moins de 25 ans aux États-Unis vont arrêter les emails parce que c'est trop lent. Ça veut dire que s'ils ne sont pas satisfaits en dessous d'une minute, ils vont arrêter de regarder un clip vidéo. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de clip vidéo. Tout ce qu'on pouvait regarder, c'était peut-être une demi-heure ou une heure. Tout ça, ça change. Et donc nous devons changer et la voile doit changer. Mais je pense que la voile a une superbe position pour faire ces changements. Un changement c'est que la voile a la capacité d'aller là où il y a de l'eau. Et je pense que vous pouvez vous assurer que la Volvo continuera à aller en Chine. Il y en a qui n'aiment pas ça, je le respecte, mais Volvo veut aller en Chine et on va continuer à le faire. Et nous pensons que c'est fantastique. Et nous construisons une audience en Chine, on a plus de marins qui arrivent et peut-être un jour dans le futur, ça prendra du temps, il y aura une équipe chinoise. Mais c'est important pour tous ceux qui sont derrière et c'est très important. Pour moi, c'est une des forces de la voile. Il n'y a pas beaucoup de sports dans le monde qui peuvent juste aller en Chine. Nous, on peut y aller puisqu'il y a de l'eau, on peut y faire de la voile. Un autre changement que je pense qu'il faut regarder, et c'est notre priorité numéro 1 dans notre prochain événement, c'est comment est-ce qu'on amène l'histoire des bateaux. Et c'est là où notre sport a une opportunité unique, où il y a peu d'autres sports qui l'ont. Et la haute définition n'a pas vraiment changé le foot. Football, avant et après le haute définition, n'a pas beaucoup changé. Mais ça a complètement changé la voile, parce que ça filme avec les contrastes et des couleurs qui donnent quelque chose de complètement différent d'un match de foot. Des caméras plus petites ne changeront pas le foot, à moins que Messi veut courir avec un caméra sur son front. Et je pense que c'est encore quelques années. Mais ça change notre voile, notre sport en voile. Ça change le sport. Plus petit, des caméras maintenant qui existent, qui sont aussi petits qu'une petite téléphone et ils ont super qualité. Et dans notre prochaine course, on aura plus et de meilleure qualité. Et peut-être chaque marin aura une caméra la prochaine fois. C'est tout à fait possible. Et on peut raconter cette histoire. Et le fait que nous avons des gens sur les bateaux qui peuvent transmettre et produire ces histoires, c'est une énorme étape pour nous. Mais je pense que nous ne faisons que toucher la surface. Toutes ces choses-là changent la voile radicalement. Ça ne changera pas le foot, à moins qu'ils mettent des caméras sur des équipiers en foot. Et je ne vois pas ce que ça peut arriver. Donc je pense que dans la voile, il y a d'énormes changements qui vont venir. Le PC Course que nous avons construit en Espagne pour faciliter toutes les communications a été construit vraiment pour le futur. Le centre lui-même n'a pas beaucoup changé avec cette course-là, mais il va beaucoup changer pour le prochain événement. Donc l'Inmarsat sera x10 au niveau de la vitesse de transmission des bateaux, des 500 kilobits que nous avons actuellement à 500 mégabits à la prochaine course. Quand on a 5 mégabits de vitesse, il n'y a pratiquement pas de limite ce que nous pouvons faire avec le son et les images. On pourrait presque faire du HD en direct. Ça va créer un monde d'opportunités. Il faut juste s'assurer que nous faisons la bonne chose parce que ça pourrait être trop. Maintenant, nous regardons si on peut transmettre, par exemple, diffuser des données personnelles et télémétrie des marins. On a un truc avec McLaren avec des vêtements intelligents
gens, par exemple, des vêtements qui vont mesurer les battements de cœur, les niveaux de stress, les températures. On peut le transmettre. Peut-être que ça ne marchera pas, peut-être que ça ne sera pas intéressant, mais peut-être que ça serait absolument fascinant. Toutes ces choses vont changer notre sport. La technologie en lui-même ne change pas le sport, mais ça rend possible de raconter une histoire qu'on n'a pas pu raconter auparavant. On peut se demander, mais la course était aussi populaire dans les années 70 et 80, mais tout ça, ce n'était pas possible. Mais le monde dans les années 70 et 80 était complètement différent. Les gamins, maintenant, ils attendent des choses en direct, ils attendent des choses dans leur téléphone et nous avons l'opportunité d'y être. Je n'attendais pas à dire beaucoup de choses sur l'Internet, mais la voile a du mal à être sur les grands réseaux de télévision, puisque nous combattons contre les grands sports. Mais petit à petit, le monde va changer vers un monde sur Internet. Nous savons que les journaux imprimés n'ont pas vraiment de futur. De plus en plus de notre communication va être en ligne. Ce que ça fait, c'est que ça ouvre des opportunités pour nous parce qu'on n'aura pas trop à nous combattre pour être sur l'écran. Maintenant, si vous allez sur le BBC 1, il n'y a pratiquement pas d'événements de voile. Même si la BBC One n'existe plus, et l'utilisateur et les fans à son propre ordinateur, il choisit lui-même ce qu'il veut regarder et où il le regarde. Et je pense que c'est une opportunité énorme pour nous et pour d'autres sports qui combattent les plus gros sports. C'était à l'arrivée à Lorient, ici, là, au milieu de la nuit, et vous avez ces questions des journalistes. Nous avons beaucoup de nouveaux journalistes dans cette course. Je ne sais pas, Kevin, il le sait. Peut-être qu'il y en a plusieurs milliers depuis qu'on a démarré, et beaucoup sont nouveaux au sport. Ils viennent aux arrivées et ils disent « Mais dites-moi quand est-ce qu'ils vont arriver pour que je puisse réserver mon vol. » Moi, je vous ai dit hier que c'était hier, mais en fait, c'est aujourd'hui. Plutôt, c'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. On a eu le scénario ici à Lorient, 24 heures en avance. Et ensuite, on nous dit, mais comment est-ce que je peux couvrir ce sport si je ne sais pas quand ils vont finir? Et ma réponse, c'est, pour ça que vous allez couvrir ce sport. Parce que c'est un des sports complètement imprévisibles. Une chose que vous savez quand vous commencez le Vendée Globe ou le Volvo Ocean Race, que vous ne savez pas du tout ce qui va arriver. Aucune idée. Et vous ne pouvez pas le prédire. Et c'est ça qui est fascinant. Et ce qui est marrant, c'est que les gens aiment ça. Je pense qu'en général, l'audience rate l'imprévisibilité. L'imprévisibilité manque à l'audience. Nous avons des prévisions météo, nous avons des informations de partout, dans nos BlackBerry, et tout est planifié jusqu'au plus petit détail dans nos vies, et la vie devient de plus en plus ennuyeuse. La vie n'est pas plus dangereuse. Ma petite fille qui va avoir 3 casques, un pour son vélo, un pour son snowboard et un pour son ski. Moi, j'ai grandi sans casque. On se protège de plus en plus, et la plupart de l'aventure que nos expériences viennent à travers le contenu multimédia, et je pense qu'il y a des centaines d'années, la vie était très imprévisible. Le voyage de Lorient à Paris, vous ne saviez pas combien de temps ça allait prendre. Si vous regardez des gens dans l'aéroport, quand les avions sont retardés, l'avion a 15 minutes de retard, les gens sont furieux parce qu'on planifie en détail. Mais en voile, une des beautés de ce sport, c'est que plein de médias sur les quais à Lorient, et tout le monde regarde les montres, quand est-ce qu'ils arriveront, il y a du vent, il fait froid, c'est excitant. Et à la fin, il faut juste lâcher ses plans, ne pas se soucier de son billet d'avion et laisser la nature prendre le dessus. Et je pense que nos fans dans le futur, ils vont adorer ça. Donc l'imprévisibilité est une force. Les défis majeurs, c'est mon dernier point cet après-midi, les défis majeurs dans notre sport. J'ai déjà montré ce slide une fois. Donc, qu'est-ce que ces gens ont en commun? Une chose, c'est que pour faire la course, le Volvo Ocean Race ou le Whitbread, il fallait aller chercher l'argent eux-mêmes pour le faire.
Et ils sont devenus très bons. Tous, ils sont devenus très très bons. Ils ont collecté des fonds pour beaucoup de campagnes de voile, pour que ce soit le Volvo, l'America's Cup ou autre événement sportif. Et ils n'avaient pas d'autre option. Il n'y avait personne d'autre qui allait leur donner l'argent pour mettre ce bateau au départ. Ma question, c'est qui est-ce qui est après ces gens-là? Et ça, c'est un grand défi pour moi et pour la voile en général, puisque l'argent ne vient pas du ciel. Les sponsors ne vont pas frapper à nos portes. Ils sont trop occupés à arrêter tous les autres à frapper sur leurs portes. Donc, c'est un des défis majeurs du sport, c'est de croître un nouveau groupe de jeunes marins qui comprennent comment choisir leurs sponsors, comment gérer les équipes commerciales, qui sont des marins sur l'eau ou sur la terre. On essaye maintenant d'inclure autant de gens possibles dans la course actuellement pour les pousser en avant, parce que c'est très important pour le sport. Et on trouve ça partout sur le sport, pas seulement le Vendée Globe ou le Volvo. Il y a toujours des bonnes excuses pour pourquoi on ne trouve pas un sponsor ou pourquoi on ne vend pas. Mais je pense que dans notre expérience, il faut d'abord être très très bon. Et c'est pour ça que ça s'arrête. En général, ça ne s'arrête pas parce que la voile est difficile à vendre, ou parce que c'est difficile, ou parce que l'économie est difficile. Il y a un marché de sponsors qui montre de la croissance en 2012 par rapport à 2011, même dans ce climat difficile. Donc l'industrie du sport est en croissance, ce qui est extraordinaire. C'est une des industries dans le monde qui est en croissance. Et ça, c'est un défi à prendre au sérieux. Voilà, donc j'aimerais vous remercier de votre temps et bonne chance pour le reste de la conférence. Merci. Merci beaucoup, Knut. Est-ce que vous avez des questions après ce très très brillant exposé sur la voile et la prochaine stratégie de la Volvo Ocean Race? Vous n'avez pas de questions? Les gens sont timides. Alors moi j'ai une question, quand même, j'avais préparé une question au cas où. Alors prenez un micro ou mettez-vous là. Je voulais savoir si l'entreprise Volvo Ocean Race gagnait de l'argent. Is the Volvo making money? Enormous amount of money. Est-ce que le Volvo gagne de l'argent? Oui, beaucoup. Non. Nous n'avons pas vraiment essayé de faire de l'argent. Pas comme un... Nous n'arrivons pas à... Nous sommes 50 millions de... La stratégie Volvo est de faire un plan sur 9 ans. Et ils pensent que ce n'est pas du tout de faire de l'argent, mais de faire grandir le sport. Tout est investi dans chaque événement. Une question. Yannick Perriot. Same type of question. Do you think that même type de question. Tu connais très bien le business de la navigation. Est-ce que tu penses qu'un business comme ça peut gagner de l'argent? Est-ce qu'il y a un exemple? Je pense que c'est possible. Mais je pense qu'on est loin de ça aujourd'hui. L'audience a besoin de grandir. Il y a encore du chemin à faire sur ce point. Il faut qu'on réduise des coûts, de devenir effectif.
Nous avons des en direct TV et c'est très cher. Ce n'est pas justifiable par rapport à l'audience. C'est une façon de mettre en avant l'investissement dans l'avenir sera plus facile à l'avenir à faire de façon à réduire les coûts. Il faut réduire les coûts. On aura peut-être à l'avenir plus besoin des hélicoptères. On expérimente avec les hélicoptères plus petits pour voir comment ça fonctionne, mais on a des soucis avec la vitesse du vent. La différence est négligeable par rapport à des gros hélicoptères. Si on peut réduire les coûts, je pense que c'est possible à l'avenir. Le propriétaire, le sponsor n'est pas là. Le message principal pour tout le monde, c'est qu'il faut rester patient et ça va être énorme. Je pense que ça va être un avenir superbe. On se bagarre toujours avec trop de clauses, trop de championnats. C'est difficile à comprendre pour le monde de l'extérieur. C'est pas parce que je suis un marin, mais il y a plein de choses qui devraient être mieux gérées. Il y a une beauté dans la navigation. On voit dans les magazines que les gens reviennent vers la nature, qui se fatiguent de tous ces... Il ne faut pas qu'on dépense trop d'argent sur de la technologie trop sophistiquée. Hello. It's not a money question. We can see in the Volvo race, actually, there is two teams, which is a city team with Sanya. On voit dans le Volvo. And do you think there is an avenir for a future for? Est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir pour des villes de faire localement des équipes, des teams. Toutes les villes ne peuvent pas se les payer. Mais on voit ici en Bretagne, le sponsoring vient des régions. Et maintenant, on voit le Moyen-Orient, à Abu Dhabi, ils font pareil, la Chine aussi. C'est un énorme avantage pour nous. Je ne pense pas qu'on puisse faire des équipes totalement financées par des villes. Par exemple, pour Sanya, maintenant, les gens ils connaissent le nom Sanya. Ça a été une plateforme pour eux. C'est pas sur l'argent non plus.
Alors ça vous a peut-être échappé, mais au moment de l'arrivée à Lorient de la Volvo Ocean Race, il y avait la Coupe d'Europe de football. Et c'est la première fois ce matin, là, cet après-midi, que j'entends parler que le fait d'être imprévisible pour un sport est une force. Mais pendant l'arrivée de la Volvo, il y a eu un match, je ne sais plus lequel c'était, France, je ne sais pas quoi, qui s'est commencé par un événement absolument imprévisible, puisqu'il y a eu un orage. Et sur tous les masses médias, ça a fait la une pendant toute la journée. Et ça, c'est quand même très surprenant qu'un sport qui est très ficelé d'un point de vue timing a fait la une sur un événement absolument imprévisible. Je voulais avoir votre sentiment là-dessus par rapport à ce que vous disiez qui était très intéressant. So he said that during the arrival of the Volvo Ocean Race, we had a football game, a soccer game with France against Ukraine. Sorry. And there's been a big storm just at the beginning of the game, and everybody was very surprised. Donc ta question, c'est que l'imprévisibilité touche aussi les... Big audience success. Yeah. So that's not only for selling. No, okay. I agree that there was a big storm in that match. It's not so normal though, but it does happen sometimes, for sure. Voilà, pas plus surpris que ça. Yeah. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas de questions, pas de remarques? Eh ben, on va remercier Knut Frostadt. Merci beaucoup pour votre exposé.